Et on commence donc avec vous, Héloïse Ney. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Tours, spécialiste de l'urbanisme participatif, que vous avez étudié de différents points de vue en France et en Espagne. Vous allez nous raconter tout ça. Et donc plus particulièrement, vous vous intéressez à ce que vous appelez les savoirs citoyens, donc les savoirs de nous tous, qui ne sommes, nous, pas des élus, mais qui avons quand même des choses à apporter. Et justement, et on va commencer là-dessus, Héloïse, c'est la question au centre de votre recherche. Quels sont les apports de ces savoirs citoyens pour le projet urbain? Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier l'équipe du CAE pour m'avoir invité à échanger avec vous ce soir. Donc, je vais vous parler de l'implication des citoyens dans l'élaboration du projet urbain à partir d'une recherche que j'ai menée donc, sur cette question des savoirs citoyens dans l'urbanisme participatif à Paris et à Cordoue en Espagne, qui est une recherche qui est issue d'une thèse en sociologie et qui a récemment en fait donné lieu à un ouvrage qui est intitulé « Urbanisme, la parole citoyenne », qui a été publié en début d'année aux éditions du Bord de l'Eau. Et ça va être des éléments de cet ouvrage que je vais vous présenter ce soir. Alors, en introduction, je voudrais parler un petit peu de cette approche des savoirs citoyens. En quoi, qu'est-ce que ça nous apporte de parler de la participation citoyenne à partir des savoirs citoyens? Pourquoi aborder cette question des savoirs citoyens? Je suis partie d'un constat pour mes recherches, c'est le fait qu'on parle de plus en plus d'expertise citoyenne, de savoir ordinaire, de savoir ou de maîtrise d'usage. Ce sont des expressions qui se sont multipliées en même temps, enfin qui se sont diffusées en même temps que se sont développés les dispositifs participatifs, comme les conseils de quartier, les budgets participatifs ou encore les consultations sur des projets urbains. Ce sont des notions qui sont utilisées par les acteurs qui mettent en place ces dispositifs participatifs pour les légitimer et aussi par les chercheurs qui les analysent. Mais ce sont des notions qui souvent ne sont pas clairement définies. C'est-à-dire qu'on va faire appel à ces nouvelles formes de savoir citoyen, on va revendiquer une expertise citoyenne, mais sans vraiment savoir ce qu'on met derrière. Donc il me semble qu'il y a vraiment un intérêt à clarifier cette notion, parce que si on montre, en montrant que les citoyens ont des savoirs spécifiques, que ces savoirs ils sont de plusieurs ordres et qui peuvent les mobiliser dans les dispositifs participatifs, on va pouvoir qualifier l'apport des citoyens à l'action publique locale, à l'élaboration des politiques publiques. Et de cette manière, en fait, on va être en mesure d'apporter des arguments contre les conceptions qu'on dit élitistes de la démocratie. Ces conceptions élitistes, elles sont très répandues, autant dans la théorie politique que chez les acteurs, dans l'action publique locale. Et selon ces conceptions élitistes de la démocratie, en fait, les citoyens seraient incompétents dès lors qu'on parle de questions politiques, quand on parle de questions politiques, dès lors qu'on dépasse la question de leur intérêt particulier, leur intérêt les plus immédiats. Et donc, l'un des apports de cette perspective par les savoirs citoyens, ça va être de qualifier l'apport des citoyens dans l'élaboration des politiques urbaines, moi je vais parler plus particulièrement des politiques urbaines, mais ça peut être les politiques publiques locales en général, en définissant les savoirs qui peuvent mobiliser et légitimer de cette manière leur participation. Alors, je vous disais que j'aborde plus particulièrement les questions d'urbanisme dans le champ des différents types de politiques publiques locales, pour la principale raison qu'en fait, la majorité des dispositifs participatifs locaux portent sur des questions qui sont liées, en parlant du cadre de vie, c'est-à-dire des questions d'urbanisme qui peuvent être des questions à petite échelle, le fait de réaménager des rues, des places dans un quartier, et qui peuvent être aussi des questions d'urbanisme à plus grande échelle, par exemple la construction d'un nouveau quartier
l'aménagement d'un nouveau quartier, ou des questions de rénovation urbaine. Donc c'est le principal thème qui est en débat. Par exemple, dans les conseils de quartier ou dans les budgets participatifs, on parle beaucoup de questions d'urbanisme. Donc c'est une question qui est aussi importante dans l'action publique locale. Alors, pour vous dire un mot de l'enquête que j'ai menée et sur lesquelles ces réflexions reposent, j'y reviendrai avec des exemples précis tout au long de l'intervention. J'ai mené une enquête de terrain pendant 3 ans, de 2007 à 2010. Donc, enquête de terrain, ça veut dire en observant plus d'une centaine de réunions publiques, en réalisant aussi des entretiens avec une cinquantaine d'acteurs, à la fois des élus, des techniciens et des citoyens. Et mon enquête, en fait, elle s'est focalisée sur le cas parisien, parce que il y a beaucoup de dispositifs participatifs qui ont été mis en place sur les questions d'urbanisme à Paris, notamment avec l'arrivée de Bertrand Delanoë en 2001, mais pas seulement, il y en avait déjà auparavant. Et donc, je me suis intéressée à 3 dispositifs participatifs en particulier. Le premier, c'est un cas de budget participatif, le budget participatif sur la voirie dans le 20e arrondissement, qui est un processus qui a été mis en place à partir de 2002, à l'initiative de l'élu en charge du secteur, pour élaborer la proposition de l'arrondissement en matière de voirie entre les élus, les techniciens et les habitants, réunis dans les conseils de quartier. Il y a 7 conseils de quartier dans le 20e arrondissement. Pour dire un mot sur ce dispositif de budget participatif, parce qu'il est assez central ce soir, il y a eu des réflexions qui ont été menées sur les budgets participatifs à l'échelle européenne pour essayer de trouver des critères permettant de définir un budget participatif et de le distinguer d'autres types de dispositifs, par exemple des fonds de quartier. Et les critères qui ont été retenus, il y en a 5. Le premier, c'est le fait qu'il faut mettre en débat la dimension financière ou budgétaire. C'est-à-dire que pour parler d'un budget participatif, il faut traiter de front la question de la limitation du budget et de devoir faire des choix du point de vue de l'allocation des ressources. Le deuxième critère pour pouvoir parler d'un budget participatif et qui est important pour le distinguer des fonds de quartier, c'est le fait que s'il est mis en place à l'échelle d'une ville, à l'échelle municipale, il ne doit pas se limiter à l'échelle du quartier, mais il doit inclure l'échelle de la ville ou de l'arrondissement si l'arrondissement a des compétences en la matière. Troisième critère, c'est un processus qui doit se répéter dans le temps. C'est-à-dire que si on a seulement un référendum dans l'année sur un budget sur des questions budgétaires, ce n'est pas suffisant pour parler d'un budget participatif. Il faut qu'il y ait une certaine régularité. Quatrième critère, il faut des espaces spécifiques pour délibérer sur ces questions budgétaires, des assemblées, des réunions spécifiques. Si on ouvre par exemple un conseil d'arrondissement aux citoyens pour parler des questions budgétaires, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un dispositif spécifique. Et finalement, il faut que les citoyens savent un peu ce que deviennent leurs propositions, qu'on rende des comptes sur ce qu'a donné la participation. Donc, le budget participatif de la voirie dans le 20e, même s'il y a une certaine limite du fait que les arrondissements à Paris n'aient pas la compétence budgétaire, que ça se négocie avec la ville de Paris, avec l'hôtel de ville, on peut quand même parler d'un budget participatif parce que l'ensemble des critères sont remplis. Donc c'est un cas qui est assez novateur dans le cas parisien. Alors bien sûr, maintenant on a le budget participatif à l'échelle de la ville, donc il y a eu un certain nombre de modifications en la matière, mais il y a assez peu de budgets participatifs en France, même si par rapport à d'autres cas européens ou internationaux, c'est assez limité au niveau de l'accès à la décision. Le troisième processus participatif que j'ai analysé, je le développerai moins ce soir, mais il est en lien direct avec cette question de la participation dans le 20e arrondissement. C'est un collectif citoyen sur la revalorisation du bas Belleville, qui est un groupe de travail qui a été initié
par 2 conseils de quartier à Belleville, groupe qui s'est réuni pendant 1 an à partir d'octobre 2007 pour faire des propositions visant à améliorer l'avenir du boulevard de Belleville. Donc, sur le même type d'enjeu d'aménagement à l'échelle donc là, sur 2 arrondissements. Et le 3e dispositif que j'ai suivi, là on change d'échelle, c'est le comité permanent de concertation sur la ZAC Paris-Rive-Gauche. Donc on est dans le cadre d'un grand projet urbain, c'est la ZAC Paris-Rive-Gauche, vous savez c'est le quartier, nouveau quartier dans le 13e arrondissement, qui visait notamment, à urbaniser 130 hectares dans le faisceau des voies de la gare d'Austerlitz. Et il y a une concertation qui a été mise en place sous la pression des associations à partir de 1997 pour que le devenir de la ZAC soit discuté avec les associations. Puis les conseils de quartier seront intégrés au processus quand ils sont mis en place dans le 13e arrondissement en 2003. Donc l'intérêt de cette comparaison, notamment le cas du 20e et du 13e avec Paris-Rive-Gauche, c'est de voir en fait comment cette question des savoirs citoyens elle se pose à différentes échelles de projets urbains. Vous voyez, dans un cas, on a plutôt des projets d'aménagement. On va avoir des réaménagements de rues, de places, et dans l'autre cas, c'est l'urbanisation d'un quartier à l'échelle parisienne. Alors, j'ai aussi fait une comparaison avec la ville de Cordoue en Espagne, qui a mis en place un budget participatif de 2001 à 2006 sur des aménagements urbains. Et là, l'intérêt en fait, de la comparaison, c'est que c'est un dispositif qui va au-delà de la simple consultation, mais qui permet en fait aux citoyens d'avoir un accès direct à la décision sur 4% environ du budget de la ville, essentiellement des aménagements urbains de proximité. Donc, je vais vous présenter ce soir 2 aspects de la réflexion que je traite dans l'ouvrage pour vous montrer l'intérêt d'impliquer davantage les citoyens dans l'élaboration du projet urbain. Le premier point, c'est sur la spécificité des savoirs citoyens, c'est-à-dire quels sont les savoirs citoyens dans l'urbanisme, comment ces savoirs sont mobilisés, est-ce qu'ils sont reconnus ou non, pourquoi. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai des effets de ces savoirs citoyens, de l'intégration de ces savoirs citoyens sur la construction de la ville. Donc comment est-ce qu'ils sont intégrés à la décision, à quelles conditions, dans quel cas, et quel impact ça a sur la construction de la ville. Alors, dans l'ouvrage, je traite aussi d'autres dimensions que je n'aborderai pas là pour essayer de synthétiser un peu la présentation. Par exemple, la question des interactions entre différents types de savoirs, entre les savoirs citoyens, les savoirs qui sont portés par les élus, les professionnels, ou entre différents types de savoirs citoyens. Mais si vous voulez, on pourra y revenir dans le débat. Alors, pour repérer les différents types de savoirs citoyens, j'ai élaboré ce qu'on appelle une typologie des savoirs citoyens dans l'urbanisme. Alors, une typologie, en fait, l'intérêt d'une typologie, ça va être de présenter une grille de lecture, c'est-à-dire de simplifier la réalité pour pouvoir mieux se repérer dans une réalité qui est complexe. Donc, c'est un exercice un peu de simplification. On va voir, les cases, en fait, ne sont pas si étanches que cela, mais ça permet un petit peu de s'y repérer dans les différents types de savoirs qu'on peut mobiliser. Pour l'élaborer, je me suis appuyée sur une précédente typologie qui avait été élaborée par Yves Saint-Omer, avec qui j'ai réalisé ma thèse. Lui, il l'a conçue en fait dans une perspective plutôt théorique et sur la question de la démocratie participative en général. Et moi, j'ai essayé je l'ai transformée par rapport à ce que je pouvais observer sur le terrain et par rapport aux enjeux de l'urbanisme. Donc, ça m'a amené à distinguer 3 types de savoirs dans l'urbanisme, des savoirs d'usage, des savoirs professionnels et des savoirs militants. Et on peut aussi différencier, pour chacun de ces types de savoirs, des savoirs individuels et des savoirs collectifs. C'est-à-dire que les collectifs qui sont préalablement constitués, souvent des associations, vont pouvoir faire une première synthèse,
mise en commun des différents savoirs individuels de leurs membres. Il y a aussi des savoirs collectifs qui vont se former au sein des dispositifs participatifs, comme un conseil de quartier qui, en tant que tel, représente aussi un collectif. Alors, les savoirs d'usage, ce sont des savoirs non spécialisés qui sont fondés sur une pratique du territoire. C'est l'idée que parce qu'ils utilisent l'espace, les habitants savent qu'ils ont des connaissances. Donc ça va être les plus mobilisés dans l'urbanisme, ceux qui sont aussi les plus reconnus, même par ceux qui défendent une conception plus élitiste de la démocratie, on peut reconnaître un savoir d'usage sur les intérêts immédiats des citoyens. Et donc ces savoirs d'usage, ils s'appuient sur l'expérience, sur la proximité, et ils se réfèrent à la connaissance que les habitants ont de leur environnement immédiat et quotidien. Par exemple, les habitants vont avoir une connaissance du fonctionnement de leur quartier de jour et de nuit, une connaissance permanente du fonctionnement de leur territoire. Tony Gibson, qui est un urbaniste, résume bien cette idée de savoir d'usage en disant, je le cite, « On sait tous où sont les problèmes. On sait où sont les dangers de la circulation. On sait où sont les dépôts d'ordures. On sait où sont les adolescents désœuvrés. On sait où sont les dealers de drogue. Ce sont des experts. C'est un fait. Les gens connaissent bien l'endroit où ils vivent. » C'est un bon résumé, je trouve, cette idée de savoir d'usage. Alors, ces savoirs d'usage, ils sont mobilisés par des individus qui vont s'appuyer sur leur expérience personnelle et qui l'expriment souvent par le témoignage en réunion publique. C'est dans les conseils de quartier, par exemple, souvent les gens prennent la parole en commençant par dire « Moi, je suis habitant de tel quartier ou de telle rue depuis X années ». D'ailleurs, là, c'est aussi une mémoire du quartier qu'ils vont mettre en avant. Mais ils peuvent aussi être mobilisés par des collectifs qui peuvent le formaliser davantage. On peut parler de savoir d'usage collectif. Par exemple, dans le cadre de diagnostics partagés, le groupe que j'ai suivi à Belleville sur la revalorisation du boulevard de Belleville, l'une des premières activités, ça a été de faire une visite ensemble du boulevard pour pouvoir repérer ce qui fonctionnait, ce qu'il fallait améliorer, ce qui ne fonctionnait pas bien. Et donc, ça a été un moment de partage des différents savoirs d'usage qui peuvent être différenciés d'un même territoire. Et donc, on verra ça avec Solène, dans le cadre des marches exploratoires. Typiquement, on va mettre en commun différents types de savoirs d'usage. Alors, ces savoirs d'usage peuvent aussi se traduire par des conflits d'usage quand on a des logiques d'usage différentes d'un territoire. Par rapport au savoir d'usage, la deuxième catégorie, les savoirs professionnels, là, sont des savoirs qui sont plus systématisés, qui s'appuient sur des formes d'expertise. Au niveau individuel, les citoyens peuvent mobiliser des compétences techniques qu'ils ont acquis dans leur vie professionnelle et qui vont reconvertir dans la discussion politique en tant qu'habitants. C'est pour ça que je parle de savoirs professionnels diffus, parce que ce sont des savoirs professionnels acquis dans le cadre professionnel, mais qui ne sont pas mobilisés dans ce cadre professionnel, qui sont mobilisés dans le débat public. Alors, sur les questions urbaines, typiquement, ça va être des architectes, des urbanistes qui vont avoir bien connaître les langages, les techniques de l'urbanisme par leur métier et qui vont pouvoir intervenir du coup sur un registre technique quand il y a un projet urbain dans leur quartier. Donc, ils peuvent aussi utiliser des savoir-faire, des outils de professionnels pour étayer leurs propositions. Par exemple, les SIG, les systèmes d'information géographique, peuvent être utilisés par certains citoyens qui mobilisent des savoirs professionnels. Ce sont surtout des savoirs intellectuels qui vont être valorisés dans le cadre des réunions publiques. Par exemple, on va aussi retrouver sur les questions urbaines la figure du journaliste ou du juriste qui peut être utile quand on a besoin d'avoir recours à la justice contre un projet ou d'avoir recours à la presse pour se mobiliser. Donc ces savoirs professionnels, ils peuvent venir d'une vie professionnelle. Ils peuvent aussi venir être acquis dans une pratique associative.
Par exemple, un militant dans une association écologiste peut très bien mobiliser, acquérir de cette manière des compétences spécifiques, techniques sur les questions environnementales et les remobiliser dans la discussion. Et ils peuvent aussi être acquis par des recherches spécifiques. On parle de compétences d'enquête sociale. C'est un peu un grand mot, mais c'est pour traduire l'idée que les citoyens peuvent par exemple faire tout simplement des recherches sur Internet et acquérir un certain nombre de compétences techniques de cette manière-là, en faisant des recherches par eux-mêmes, un peu de manière autodidacte, en ayant accès à un certain nombre de ressources de cette manière. Donc on voit qu'au niveau savoir professionnel, qui sont mobilisés par des individus, peuvent provenir avoir différentes origines. Au niveau collectif, les associations peuvent développer une expertise technique sur l'urbanisme qui va résulter de la mise en commun des compétences individuelles de leurs membres, qui peut aussi résulter de l'appel à des expertises extérieures et parfois d'une délégation de certaines tâches par les pouvoirs publics. Il y a un certain nombre d'associations de quartiers à Paris qui ont développé de cette manière des savoirs professionnels qui légitiment leur intervention dans la gestion publique locale. Pour prendre un exemple, le cas de la Bellevilleuse, donc association qui s'est constituée à la fin des années 80 contre le projet de la ville de Paris dans le Bas-Belleville, qui visait qui projetait de détruire 90% du bâti dans le quartier. La Bellevilleuse a constitué une expertise sur ce dossier en ayant recours à des compétences en interne des membres de l'association et en faisant aussi appel à une expertise extérieure, une expertise technique extérieure, notamment des étudiants en architecture, pour développer un contre-projet à celui de la ville dans le Bas-Belleville. Finalement, donc savoir d'usage, savoir professionnel, et il nous reste ces savoirs militants. Alors ces savoirs militants, ils se réfèrent à l'inscription des citoyens dans des réseaux d'acteurs qui peuvent mobiliser sur les questions urbaines, et à des savoirs et savoir-faire politiques. Exemple de savoir politique, le fait de bien connaître les rouages de la machine politique et administrative, et de savoir quel est le bon interlocuteur à la mairie pour faire avancer ses positions. Exemple de savoir-faire politique, savoir prendre la parole en public, animer une réunion, gérer des conflits. Ce sont un ensemble de savoirs militants qui, pour des individus, peut être issu soit d'une expérience militante préalable, que ce soit dans une association, dans un parti politique, dans un autre type de collectif, mais qui peut aussi s'acquérir en participant dans le dispositif participatif. À l'échelle collective, on peut parler de savoir aussi militant collectif, notamment une compétence de réseau. La compétence de réseau, c'est le fait de mettre en commun les réseaux sociaux des différents membres d'un collectif, c'est-à-dire les relations en fait, que les individus entretiennent avec les différentes sphères de la vie politique locale, avec les élus, les services techniques, l'université, la presse, et de mettre ça en commun, et du coup, ça crée une compétence de réseau. Il y a aussi des savoirs et savoir-faire que les collectifs vont développer sur la méthode même de la participation, c'est-à-dire sur les formes, les modalités, les conditions de la participation. Par exemple, une association comme Tam Tam à Paris-Rive-Gauche a diffusé le modèle du comité permanent de concertation qui a été mis en place à Paris-Rive-Gauche sur d'autres sites à Paris. Typiquement, le cas des Halles. Il y a aussi un grand projet urbain, et l'association s'est fait un peu la promotrice de ce dispositif participatif en disant que ça avait un intérêt spécifique sur un projet urbain. Alors, quel est l'intérêt de cette typologie? C'est de montrer en fait que les citoyens ne sont pas enfermés dans l'expression d'un seul savoir d'usage, où souvent on va les cantonner, j'y reviendrai, mais qui peuvent aussi s'appuyer sur des ressources techniques et politiques pour faire valoir leur point de vue. Alors, bien sûr, c'est les limites d'une typologie, c'est des catégories qui vont se confondre
dans les situations concrètes, c'est-à-dire qu'un individu va pouvoir prendre différentes casquettes en fonction de la situation, en fonction de la position aussi de ses interlocuteurs, et soit mettre en avant un savoir d'usage, ou plutôt des compétences techniques, ou plutôt des savoirs militants. Et c'est là qu'on va commencer à repérer des inégalités. C'est-à-dire que les inégalités entre les citoyens, elles résident dans cette capacité à jongler entre différents types de savoirs, qui est essentiel pour faire entendre son point de vue. Et du coup, ceux qui vont avoir des savoirs professionnels, intellectuels et des savoirs militants vont avoir plus de poids dans la discussion que ceux qui peuvent faire valoir seulement un savoir d'usage et une légitimité d'habitant. Et donc on voit que si le savoir d'usage, il est partagé, il appartient à tous ceux qui partagent une simple position d'habitant, les savoirs professionnels et les savoirs militants, eux, supposent l'acquisition de compétences, de ressources, de réseaux spécifiques. Donc on va repérer des inégalités à ce propos. Il faut voir aussi que ces différents types de savoirs, en fait, ils ne sont pas mobilisés de la même manière dans les dispositifs participatifs. On va plus souvent faire appel aux citoyens en tant qu'usagers ou habitants, plus qu'en tant qu'experts ou citoyens. Et donc on peut repérer différentes dynamiques de mobilisation de ces savoirs citoyens, de reconnaissance de ces savoirs. On va voir certains savoirs qui vont être directement sollicités par les pouvoirs publics dans les dispositifs participatifs, d'autres qui vont davantage s'imposer sur la table des négociations, et certains savoirs qui vont rester absents. Alors, les savoirs sollicités, ceux qui sont directement convoqués par les pouvoirs publics, ont pour caractéristique d'être reconnus, légitimés, reconnus pour leur utilité dans le projet urbain. Et là, les élus vont principalement faire appel au savoir d'usage. Je vous disais, c'est celui qui est le plus facilement reconnu. Ça peut d'ailleurs rejoindre des mobilisations citoyennes qui revendiquent aussi un savoir d'usage. Et donc, on reconnaît de cette manière aux citoyens un statut d'usager, d'habitant, une légitimité qui est basée sur la pratique d'un territoire. C'est ceux qui sont typiquement dans les conseils de quartier ou les budgets participatifs, c'est le type de savoir qu'on va mobiliser. D'ailleurs, souvent, on mobilise plus un savoir d'usage individuel que des savoirs collectifs. C'était dénoncé dans le cas espagnol que j'ai observé par les associations de quartier à Cordoue, qui ont boycotté les assemblées du budget participatif 2 ans après son lancement, en disant qu'en fait la spécificité des savoirs collectifs n'était pas reconnue dans le cadre de ce dispositif, sachant que tout le monde avait la même voix dans les assemblées du budget participatif, quelle que soit l'appartenance ou non à une association. Alors, il faut voir que l'appel aux citoyens ordinaires et au savoir individuel, ça peut être effectivement un moyen de contourner l'expertise collective d'associations qui ont pu se constituer en contre-pouvoir, en acquérant un certain nombre de compétences. Mais c'est aussi les questions de légitimité qui se posent. À Cordoue, les associations ont aussi développé tout un argumentaire en disant qu'elles étaient plus légitimes que n'importe quel citoyen pour intervenir sur les enjeux urbains, parce qu'elles avaient une connaissance spécifique de leur territoire. Et donc là, on peut retrouver aussi un certain discours élitiste, même parmi les acteurs associatifs. Alors, il y a d'autres types de savoirs qui ne sont pas sollicités par les pouvoirs publics dans les dispositifs participatifs, mais qui vont s'inviter à la table des négociations. Ce que j'ai appelé les savoirs revendiqués, où là, on va surtout retrouver en fait les savoirs professionnels et les savoirs militants, même s'il y a aussi des savoirs d'usage qui sont revendiqués. Donc, les individus et les collectifs revendiquent là un statut d'expert, de citoyen, davantage une légitimité qui est basée sur une pratique professionnelle ou militante. Par exemple, dans le cas de Paris-Rive-Gauche, au départ, les savoirs citoyens n'étaient pas du tout prévus dans la conception du projet. Le projet initial ne prévoyait pas d'y faire appel. Mais les citoyens se sont organisés en associations, soit dans des associations qui existaient déjà, par exemple l'ADA 13
dans le cadre du 13e arrondissement, enfin, qui s'était constitué sur l'opération précédente, l'opération Italie, soit des associations qui se constituent pour l'occasion, comme Tam Tam, et qui vont de cette manière en fait imposer non seulement un savoir d'usage de la ville, mais aussi une expertise technique et des savoirs militants. Et en fait, là où on commence à avoir des tensions, c'est quand les citoyens vont commencer à mobiliser des savoirs professionnels. On a des tensions parce qu'en fait, ils remettent en cause, de cette manière, le monopole des professionnels de la ville sur les questions techniques. Et donc, ces savoirs professionnels vont rentrer directement en concurrence avec les savoirs des professionnels de la ville. Donc là, c'est encore une question de légitimité qui se pose. Qui est-ce qui est légitime pour intervenir sur le registre de la technique? Et on va souvent observer, je vous disais, une tentative des élus et des professionnels de cantonner, de contenir les citoyens dans l'expression d'un seul savoir d'usage. Alors finalement, il y a certains savoirs citoyens qui ne sont pas entendus dans les dispositifs participatifs, du fait de l'absence de certaines catégories de population en leur sein. Vous le savez, ce n'est pas très original. La sociologie des participants dans les conseils de quartier et les budgets participatifs à Paris, comme ailleurs, généralement en France et plus largement en Europe, est socialement sélective. C'est-à-dire qu'on va avoir une sous-représentation des jeunes, des femmes sur les questions d'urbanisme, des personnes qui sont issues des classes populaires, qui sont issues de l'immigration, et inversement, une surreprésentation des personnes issues des classes moyennes supérieures, des militants et des personnes âgées. Donc on peut parler de savoirs déniés parce que les individus qui sont porteurs de ces savoirs soit ne trouvent pas leur place dans ces dispositifs ou n'arrivent pas à s'y faire entendre quand ils s'y rendent. Et pourtant, ces absents ont des savoirs spécifiques. Par exemple, si on prend le cas des femmes, les femmes souvent, si on regarde la composition par exemple sociale des conseils de quartier à Paris, sont à peu près aussi présentes, un tout petit peu moins que les hommes, mais sur les questions d'urbanisme, elles sont beaucoup moins présentes. Et pourtant, elles ont un savoir spécifique, un savoir d'usage spécifique. Leur utilisation de l'espace public est différente de celle des hommes, parce qu'elles prennent en charge un certain nombre de tâches domestiques, s'occuper des enfants, faire les courses, qui devraient avoir un impact dans la manière de concevoir un aménagement urbain. Donc c'est certains savoirs d'usage qui sont déniés, ceux des femmes, mais aussi ceux des enfants, des jeunes, et certains savoirs professionnels qui sont très peu valorisés dans le cadre de la réunion publique, comme les savoirs professionnels manuels. Donc on voit que ces savoirs citoyens, ils sont divers, qui ne sont pas également reconnus dans les dispositifs participatifs en urbanisme. Et maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est comment est-ce qu'ils sont pris en compte dans la décision? Est-ce qu'ils sont pris en compte? De quelle manière? La comparaison entre différents projets urbains est assez intéressante, entre les différents projets que je vous ai présentés, différents cas d'études au départ, parce qu'on voit en fait que l'intégration des savoirs citoyens à la décision, elle dépend très fortement de la question des échelles. Cette question de l'échelle est fondamentale. C'est-à-dire qu'en général, les savoirs citoyens sont directement intégrés dans les projets d'aménagement de quartier, alors qu'ils vont rester à la marge sur les décisions dans des projets de plus grande ampleur, où les enjeux politiques et économiques sont beaucoup plus forts. Donc là, la comparaison entre le cas de Cordoue et de Paris est intéressante, parce qu'à Cordoue, on a un budget participatif, je vous disais, qui permet un accès direct à la décision, mais seulement sur des aménagements de quartier. Et les projets urbains de plus grande ampleur, par exemple la création d'un nouveau quartier, ils ne sont pas du tout mis en débat dans des réunions publiques, même pas dans des réunions d'information, ils font seulement l'objet de réunions privées, de négociations entre les élus et les responsables des associations de quartier. À Paris, ces projets de plus grande ampleur, ils peuvent faire l'objet de réunions d'information, de consultation, mais les citoyens ont souvent une très faible influence sur les décisions s'ils agissent seulement dans ces instances. Et à nouveau, ça va être dans les projets de quartier
que les citoyens vont avoir le plus d'influence, par exemple, dans ce cas de budget participatif dans le 20e arrondissement. Et même si on prend le cas du budget participatif dans le 20e arrondissement, on se rend compte que les arbitrages de la mairie, ils se font sur les projets de plus grande ampleur dans l'arrondissement. Par exemple, quand il y a eu le projet de réaménagement de la place de la Réunion, c'était dans les grands projets qui ont été discutés, alors que les projets moins coûteux, un petit réaménagement au niveau d'une rue, sont moins discutés, ils passent plus facilement. Alors, sur cette question des échelles, le cas de Paris-Rive-Gauche est vraiment intéressant parce que c'est un peu l'exception qui confirme la règle, dans le sens où les associations ont quand même réussi à avoir une certaine influence sur un grand projet urbain en jouant sur deux registres. En jouant à la fois sur le registre de la participation institutionnelle, de la concertation, mais aussi sur le registre de la contestation, de l'action collective plus contestataire. Des associations comme la DA13 ou comme Tam Tam, en fait, se sont d'abord mobilisées contre le projet de ZAC, en organisant des manifestations, en ayant recours à la justice, dans le cas de Tam Tam, et elles ont, de cette manière, par l'action contestataire, obtenu la mise en place d'un comité permanent de concertation. Et une fois la concertation obtenue, en fait, elles ont continué à se mobiliser au sein de la concertation et en dehors. C'est-à-dire qu'elles ont obtenu des informations, déjà sur les projets. Elles ont obtenu aussi, quand elles le pouvaient, certaines modifications dans le cadre des groupes de travail de la concertation, où on présente, on discute des projets. Et quand elles ne parviennent pas à leur fin dans ce cadre-là, dans le cadre des groupes de travail, elles mobilisent leur expérience acquise par la contestation sur une diversité de scènes. Dans la rue, dans la presse, en écrivant des articles, dans des réunions publiques qu'elles organisent, ça même dans les comptes rendus de mandat du maire pour l'interpeller, et donc elles continuent sur un registre de la contestation. Et donc on voit que l'intégration en fait des savoirs citoyens à la décision, elle dépend de l'échelle du projet urbain, mais aussi de la capacité des citoyens à combiner plusieurs registres d'intervention, à la fois en intégrant le jeu de la concertation, mais aussi en menant une action de contre-pouvoir par la contestation. Alors, pour terminer, on peut se demander, bon, une fois que ces savoirs citoyens, quand ils sont pris en compte, une fois qu'ils sont pris en compte, finalement, qu'est-ce que ça change sur le projet urbain, quel impact ça a sur la construction de la ville? Donc, je vais vous montrer à partir de ces deux exemples de Paris-Rive-Gauche et du 20e arrondissement, qu'est-ce qu'on peut voir comme effet des savoirs citoyens sur le projet urbain. Donc, je vous disais, dans le premier cas, le cas du comité permanent de concertation à Paris-Rive-Gauche, les associations ont obtenu un certain nombre de modifications sur un projet de grande ampleur. Alors, il faut revenir un petit peu sur le projet pour comprendre les modifications obtenues. Donc, c'est un secteur qui était vu au départ par la mairie de Paris comme un no man's land, comme un secteur à urbaniser de fond en comble, où il y avait essentiellement des activités ferroviaires et aussi des activités industrielles, principalement des bâtiments industriels qui étaient plus utilisés. Et donc le projet en gros de la ville de Paris, c'était on rase tout, on fait un urbanisme sur dalle, on construit une dalle, on fait des immeubles de bureaux et une avenue prestigieuse, l'avenue de France, ce qui permettra d'avoir une marque pour les sièges sociaux d'entreprise. Et donc le projet, c'est de faire une nouvelle défense dans Paris intramuros. Donc c'est ce projet que vont contester les associations et elles obtiennent un certain nombre de modifications par rapport à ce projet initial. L'une des modifications, en fait, ça va être la conservation du patrimoine industriel et ferroviaire qui devait être en grande majorité détruit selon le projet initial. Donc vous aurez reconnu les frigos, les anciens entrepôts frigorifiques de Paris, qui ont été squattés par des artistes et des artisans, qui devaient être détruits et qui ont été finalement sauvegardés. Ou, autre exemple, la halle aux farines des Grands Moulins de Paris, qu'accueille aujourd'hui l'Université Paris 7,
de la même manière qu'ils devaient être détruits et qui ont été sauvegardés. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner, la maison du directeur, la Alcernam, enfin il y a beaucoup d'exemples dans ce secteur. Donc en grande majorité, le patrimoine ferroviaire et industriel a été sauvegardé par l'action des associations. Un autre élément important, c'est la question du tracé de voirie, du plan de voirie qui a été redéfini en profondeur. Là, vous avez des esquisses initiales de l'APUR, de l'Agence d'urbanisme de Paris, sur ce projet de voirie. Alors, ces esquisses qu'on fait bondir les associations, en voyant vraiment un projet tout voiture, tout automobile. Au final, on a beaucoup moins de place qui a été donnée à la circulation automobile que ce qui était prévu au départ. C'est-à-dire qu'il devait y avoir des voies express souterraines qui n'ont pas été réalisées. Il devait y avoir un pont routier qui devait traverser la halle d'Austerlitz, qui a été aussi abandonné. Et finalement, on a un plan de voirie qui a été vraiment revu à la baisse. Il faut y voir un effet de la contestation des associations, mais aussi une évolution plus générale des politiques en matière de transport. Et en fait, les associations ont surtout réussi à gagner du temps, le temps qu'arrive une nouvelle équipe municipale et d'autres types de politiques en matière de transport. Un autre impact, ça a été le fait que les citoyens ont aussi fait émerger de nouvelles thématiques d'aménagement qui n'étaient pas prévues par l'aménageur au départ et qui ont eu un certain impact sur le projet au final. Ce sont des questions comme le fait d'implanter des activités autres que tertiaires dans le secteur ou de penser les relations entre l'université et la ville, une fois que l'université Paris 7 allait venir dans le secteur. Et donc ça, c'est des questions en fait, qui ne suscitaient pas du tout l'intérêt de l'aménageur et qui ont été réclamées par les associations pour créer des groupes de travail spécifiques sur ces questions. Il faut quand même voir que les grands équilibres ne sont guère changés. Au final, là, vous avez l'évolution du programme prévisionnel de la ZAC entre 1991 et 2009. Vous voyez, une des contestations des associations, c'était le fait que ce soit un quartier de bureaux, où il y a beaucoup plus de bureaux que de logements, donc ce qui en ferait un quartier peu vivant en soirée. Il y a eu une petite augmentation du nombre de bureaux, une réduction une augmentation, excusez-moi, du nombre de logements, une réduction du nombre de bureaux, mais on a quand même un équilibre clairement en faveur des bureaux. On reste dans un quartier quand même de bureaux. Et donc le projet initial reste le même, le fait de construire un quartier de bureaux autour d'une avenue prestigieuse qui est l'avenue de France. Ça n'a pas remis en cause de fond en comble. Alors si on regarde maintenant le cas du budget participatif de la voirie dans le 20e arrondissement, on peut se demander qu'est-ce que ça change le fait que la proposition budgétaire de l'arrondissement soit élaborée avec les citoyens et qu'ensuite les aménagements soient débattus en réunion publique. Un premier effet, c'est le fait que les projets réalisés soient plus adaptés aux besoins des usagers. Ça, c'est un effet généralement reconnu de la participation citoyenne, qu'on a une meilleure efficacité de l'action publique quand on intègre le savoir d'usage. Un exemple qui est assez révélateur, c'est le fait qu'il y a beaucoup de places qui ont été réaménagées dans le 20e arrondissement dans le cadre du budget participatif de la voirie. Je sais pas, il y a 10, 15 places qui ont dû être réaménagées dans le cadre de ce dispositif au moins. Et en fait, avec une seule exception, qui est la place Édith Piaf, qui est une place en fait qui devait être réalisée rapidement parce qu'il fallait inaugurer la statue d'Édith Piaf pour l'anniversaire de la mort de, je ne sais pas quel anniversaire de la mort d'Édith Piaf. Et donc du coup, il n'y avait pas le temps de faire les réunions de concertation. Et en fait, c'est la seule place qui a dû faire l'objet de réaménagement après les travaux réalisés parce que ça ne correspondait pas aux besoins d'usage des usagers. Typiquement, ce qui a été contesté, c'est ces emmarchements qui étaient assez peu pratiques à l'usage pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement, ou le fait qu'on avait enlevé la fontaine Wallace, qui était particulièrement appréciée par les habitants, qui a dû être remise a posteriori. Et donc, c'est un bon exemple pour montrer qu'effectivement, cette idée que ça permet de réaliser des aménagements qui soient
davantage au service du public, des usagers. C'est assez concret avec ce cas-là. Alors, il faut voir qu'il peut y avoir des limites quand on cherche en fait à concilier différentes logiques d'usage qui peuvent être contradictoires. Et le risque, c'est de privilégier là, des solutions d'aménagement médianes qui ne satisfont personne, mais qui permettent d'obtenir un certain consensus dans les réunions publiques. Et là, l'autre cas type, en fait, c'est le cas de la rue de Ménilmontant dans le 20e, qui, après 17 réunions publiques sur le quartier vert à Belleville, a été mise en moitié à sens unique, ce qui était à l'usage quand même pas très pertinent. Donc on voit qu'il peut y avoir quand même, généralement ça améliore l'efficacité de l'action publique, mais quand on n'arrive pas à gérer des conflits d'usage, ça peut aussi proposer certains problèmes de fonctionnement. Un autre élément intéressant sur l'intégration du savoir d'usage, c'est le fait que ça a permis aussi de légitimer des investissements demandés parce qu'ils répondaient à des besoins exprimés par les habitants. Et en fait, cette procédure, ça a permis à la mairie d'arrondissement de mieux négocier sa proposition d'investissement, sa proposition budgétaire pour les investissements de voirie face à la mairie centrale. Vous savez, c'est des budgets qui doivent être négociés face à l'hôtel de ville. Et donc, la mairie d'arrondissement arrivait en disant « Nous, on a tous les conseillers de quartier derrière, tous les habitants qui sont venus en réunion publique, donc nos propositions, faut les faire. » Et si on regarde les données, ça a permis effectivement d'avoir une augmentation des ressources dans le 20e sur la voirie. Donc ça, c'est principalement par rapport au savoir d'usage. Maintenant, si on regarde un petit peu l'apport des savoirs professionnels, on se rend compte que ça a permis de faire émerger des solutions d'aménagement innovantes qui permettent de penser une ville moins uniforme. Donc, c'est le cas à Belleville où le conseil de quartier propose un aménagement de rues différent pour plusieurs rues du quartier, et un aménagement des rues différent de celui qui est promu par les services techniques. C'est le cas, par exemple, rue de Tourtille, où ce qui est proposé, c'est un seul grand plateau pavé plutôt qu'une séparation plus classique entre la chaussée et les trottoirs. L'objectif, c'était notamment d'accentuer le caractère piétonnier du quartier. Et en fait, là, les citoyens vont mobiliser des savoirs professionnels pour faire ces propositions, des compétences qui sont liées soit à leur métier, soit à une pratique associative. Et en fait, l'innovation, elle vient du fait que ces savoirs professionnels, ils sont issus d'autres milieux que ceux des services, où on a une grande homogénéité, sachant que les services techniques, les ingénieurs de la ville de Paris font tous les mêmes écoles, l'école des ingénieurs de la ville de Paris et des ponts et chaussées. Et certains techniciens que j'ai rencontrés en entretien reconnaissent que les conseils de quartier les incitent à changer leur façon de faire qui reste très standardisée. Donc c'est aussi un impact de ces savoirs professionnels. Donc pour conclure, on voit l'intérêt de reconnaître une pluralité de savoirs citoyens dans l'urbanisme, sachant que chaque type de savoir va présenter en fait un intérêt différencié pour le projet urbain. Les savoirs d'usage permettent de réaliser des projets qui sont plus adaptés aux besoins des usagers. Les savoirs professionnels permettent de proposer d'autres solutions d'aménagement. Et les savoirs militants permettent de faire émerger d'autres thématiques d'aménagement. Et je voudrais terminer, je ne sais pas si Richard Bouygues est déjà arrivé, mais pour faire une transition avec l'intervention suivante, je voudrais souligner quelque chose qui a été important dans les recherches que j'ai pu réaliser, c'est l'importance de la volonté politique pour que l'implication citoyenne ait vraiment une influence sur les projets urbains. Et je pense qu'il y a certaines questions que je pose dans le livre qui appellent des réponses politiques, notamment le fait de savoir jusqu'où est-ce qu'on veut aller dans ce partage des savoirs, dans ce partage du pouvoir aussi, dans la gestion publique locale. Donc, je vous remercie pour votre attention.